Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Valérie Marriott-Wood sur ce plateau du In Discussion With. Donc Valérie n'est pas inconnue, n'est-ce pas, à Luxembourg. C'est une ancienne rapportrice de plusieurs GT d'importance au sein de l'ACA, Distribution Vie, d'Axis. Valérie, tu as fait 25 ans, si je ne me trompe pas, à Luxembourg. Tu as construit ton expertise sur PRIPS, IDD, ESG, sur l'échange automatique d'informations également. Et tu as rejoint l'AIOPA en mars 2023, où tu occupes le poste de chef du département de la protection des consommateurs. Alors effectivement, 25 ans de carrière à Luxembourg et je reviens vraiment avec plaisir. Je vois des visages familiers dans la salle avec qui j'aurai plaisir à nouveau à échanger. Et finalement, Luxembourg, c'est l'environnement qui m'a permis d'appréhender l'assurance dans toute sa complexité, d'appréhender aussi le marché unique européen que de nombreux pays non européens nous envient. Et c'était donc une transition très naturelle finalement que d'évoluer vers l'EIOPA, qui est l'autorité européenne de supervision des assurances et des pensions. L'AIOPA est également, dans sa mission première, j'ai envie de dire, et ça fait partie de son ADN, la protection du consommateur. C'est votre leitmotiv, et encore plus en ce moment, j'ai envie de dire. Donc je pense que tu es la personne toute désignée et l'experte en la matière pour aborder deux questions qui nous tenaient à cœur dans ce In Discussion With. La voix du consommateur est-elle réellement un moteur de changement, premièrement ? Et deuxièmement, les attentes du consommateur ont-elles stimulé les changements réglementaires liés à la distribution future des produits d'assurance ? Alors effectivement, le consommateur, la protection du consommateur est une des missions premières de l'EIOPA. C'est vraiment au cœur de tout ce que nous faisons. Et je serais tentée de dire, d'autant plus que le cadre réglementaire a quand même beaucoup évolué depuis les débuts, c'est-à-dire des considérations quand même assez prudentielles. C'était Solva II et tous ces aspects un petit peu plus mathématiques, actuariels, vers quand même des évolutions plus centrées sur le consommateur, conduct of business, etc. Donc les changements que je prends pour exemple, c'est bien entendu IDD, c'est bien entendu le règlement PRIPS, et la naissance de cette considération d'une réglementation horizontale, donc un effort de level playing field, encore une fois pour mettre le consommateur véritablement au centre, et aussi parce que malheureusement tout n'est pas parfait sur le marché. Nous voyons encore, de notre point de vue européen, nous voyons encore des problématiques concernant le fameux conduct of business. Alors ça peut toucher les produits, des produits par exemple avec des structures de coûts opaques ou très élevées. Ça peut toucher aussi vraiment la mécanique de la gouvernance produit, donc des mauvaises définitions de marché cible, etc. Ça peut toucher aussi des problèmes de transparence, où les clients, les consommateurs finalement n'ont pas une vue détaillée ou sincère des frais du produit financier, du produit d'assurance qu'ils souhaitent acheter, ou également des exclusions. Donc c'est encore plus pertinent pour la non-vie, par exemple, où il est quand même assez primordial pour un consommateur de savoir ce qui est couvert et ce qui n'est pas couvert pour son produit. Bien sûr. Donc on voit maintenant un changement de focus qui est sous-tendu par les développements réglementaires, mais aussi par une attention croissante des superviseurs. Et ça tant au niveau national qu'au niveau européen. Et donc en préparant ce In Discussion With, on a discuté également du fait que tout ça, finalement, c'est un peu drivé par le manque de confiance des consommateurs qui est rapporté par plusieurs études. Si je prends l'Eurobaromètre de 2023, dans ce sondage, en fait, dans ce rapport, on a 38% des consommateurs qui sont convaincus que les conseils d'investissement qu'ils reçoivent de la part d'intermédiaires financiers le sont principalement dans leur intérêt. Donc 38%, c'est très peu. Et je voudrais voir avec toi si tu peux échanger un petit peu avec nous sur les angles à considérer afin d'apporter une réponse appropriée à ce manque de confiance, justement. Alors effectivement, 38% entre nous, c'est pas brillant.
38%, c'est d'ailleurs au niveau européen. Dans certains États membres, le pourcentage de consommateurs qui estiment être traités en toute justice et équité par leur assureur est même inférieur au score concernant les banques. Alors, assureurs, ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Alors, le constat est ce qu'il est, les chiffres sont ce qu'ils sont. On peut bien entendu considérer des possibilités de réponse. Alors, il y a bien entendu une possibilité de réponse réglementaire, et elle est d'ailleurs en cours, où finalement la réflexion porte sur les éléments qui font que les clients n'ont pas le confort d'être traités avec justice et équité par leurs assureurs. Donc ça peut soulever des problématiques, encore une fois, de clarté de structure de coût, de structure de coût excessive ou appropriée, mais aussi bien entendu de règles sur les conflits d'intérêts, qui restent encore malheureusement très prévalents, parce que je serais quand même tentée de dire que la transparence, c'est une chose, et bien entendu, en tant que consommateur, c'est un dû. Mais mettre l'accent uniquement sur la transparence, c'est aussi un petit peu dur que finalement, c'est uniquement aux consommateurs de naviguer les écueils et passer des heures et des heures à lire la documentation pour être sûr d'avoir vraiment tout bien compris, d'avoir vraiment réussi à isoler tous les éléments d'information dans la masse du formulaire de souscription. Ce qui, à mon avis, est une partie de la réponse, mais pas la réponse entière. Donc, conflit d'intérêts, on parle beaucoup des incitations, on va quand même en toucher deux mots, puisque ça fait couler beaucoup d'encre. Vous avez tous entendu parler de la Retail Investment Strategy, la RIS, qui, et c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, commence par proposer une interdiction de ces fameuses incitations, qui est un sujet extrêmement sensible, considère maintenant, à travers les différentes propositions d'amendement, considère maintenant une interdiction sélective. Mais ça serait aussi une erreur de penser que c'est la panacée et que des règles ou une interdiction totale ou partielle sur les incitations vont régler tous les problèmes, puisque ce genre de mesure en règle certains, mais éventuellement va en créer d'autres. Mais ça, c'est la réponse réglementaire. La deuxième partie de la réponse doit être de la part des superviseurs. Et c'est un sujet sur lequel l'EIOPA travaille beaucoup. Nous travaillons énormément au développement d'une boîte à outils pour les autorités de supervision. Donc cette boîte à outils, c'est quoi? Ça peut être des guidelines, ça peut être des supervisory statements, où finalement l'EIOPA détaille ses attentes concernant la mise en œuvre de certaines réglementations. Ça peut être aussi du travail sur value for money. Et ça, on va en parler tout à l'heure, puisque c'est aussi un sujet qui crée, à mon avis, un certain nombre de craintes qui sont peut-être fondées, peut-être pas. Donc je profiterai aussi de cette opportunité pour peut-être démystifier un petit peu, si on a le temps. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette boîte à outils développée par l'EIOPA est non seulement en réponse aux attentes des superviseurs, mais aussi en réponse aux attentes de l'industrie. Parce que l'industrie, finalement, est mise en présence d'une directive comme IDD qui est quand même très high-level, très principle-based, et dans certains cas, n'a pas énormément de clarté ou de support pour finalement décanter ses principes dans sa gouvernance produit. Merci Valérie. Je voudrais revenir avec toi du coup, sur ces deux aspects, l'aspect réglementaire et l'aspect boîte à outils. Pour l'aspect réglementaire, tu l'as dit, on a la RIS avec l'interdiction des inducements. Tu l'as dit également, ça fait couler beaucoup d'encre. Je dirais même que ça a attisé les passions. On est passé de l'interdiction totale au ban partiel. Je voulais juste que tu nous indiques pourquoi ton constat est un peu mitigé sur l'efficacité d'une telle mesure. Tu viens de le dire, mais je voudrais peut-être par le biais de certains exemples que tu nous expliques pourquoi. Alors, on a en fait des exemples, puisque ça n'est pas exactement un concept nouveau. On a déjà des exemples d'interdiction totale, donc il suffit de regarder outre-Manche. Le Royaume-Uni a introduit la Retail Distribution
Review, ça c'était avec une date d'effet en 2012. Et qu'est-ce qui se passe? 10 ans plus tard, on a le Consumer Duty. Donc très clairement, en tant que mesure isolée, cette interdiction des inducements, des incitations, n'a pas suffi à régler tous les problèmes. Ça n'était pas la baguette magique que certains auraient pu souhaiter. On a aussi des exemples d'interdiction partielle. Donc, par exemple, en Espagne, en 2020, on a une nouvelle interdiction d'incitation pour les distributeurs indépendants. Mais encore une fois, avec des effets peut-être limités, puisque quand on regarde la distribution d'assurance en Europe, on se rend quand même compte qu'elle est très diverse dans sa nature et qu'en particulier dans certains marchés, elle va être plutôt captive ou semi-captive, donc c'est tied, multi-tied, etc. Voire d'ailleurs des distributeurs indépendants économiquement et légalement, mais qui en fait ne travaillent qu'avec un certain nombre d'assureurs, donc pas vraiment indépendants dans le sens de whole of market. Donc la vraie distribution indépendante, pour l'assurance, ça n'est pas le canal de distribution le plus important. Donc si on cherchait vraiment à adresser le problème des incitations, c'est l'exemple type d'une mesure qui n'aura qu'un effet peut-être restreint. D'accord, conséquences prévisibles limitées du coup pour le secteur. La réglementation introduit également le concept de value for money. Donc je pense qu'autour de nous, c'est une notion qui vient à l'esprit de chaque assureur quand on parle de la Retail Investment Strategy. Peux-tu s'il te plaît nous expliquer en quelques mots ce que l'on entend lorsque l'on parle de value for money? Alors dans value for money, ce qu'il faut vraiment entendre, c'est le mot value. Donc ce que j'essaye de faire un petit peu aujourd'hui, c'est de mettre un petit peu de distance entre le concept sur lequel l'EIOPA travaille, qui est vraiment une approche holistique de la valeur, et ce que j'entends assez régulièrement, c'est une régulation des prix, on ne parle plus que du coût, etc. Non, franchement, ça n'est pas le sujet. Puisque pour nous, la notion de valeur, c'est vraiment une notion qui est à comprendre dans son ensemble. Donc, ce n'est pas seulement la valeur de rachat, c'est aussi, par exemple, la couverture biométrique et éventuellement d'autres éléments à valeur ajoutée comme des garanties. Ça peut être aussi une prestation de conseil dans la durée. Donc, au centre du concept, il y a bien entendu les coûts, puisque ce sont les coûts qui viennent obérer la valeur à la fin de la durée de détention recommandée, par exemple. Mais ça n'est pas le coût qui est dans le collimateur, ce sont les coûts indus. Et les coûts qui, par définition, ne viennent pas en contrepartie d'une valeur ajoutée au client. Donc c'est vraiment la conception de value for money, l'approche holistique, et pas uniquement fondée sur le moins-disant en termes de coûts. Mais c'est super important d'avoir ton retour là-dessus, parce que c'est vrai que quand on regarde le texte de la Commission, notamment certains commentaires qu'on a pu faire, c'est la Commission est passée complètement à côté du sujet, concentrée uniquement sur les prix, beaucoup moins sur la couverture et les garanties associées à un type de produit. Et ça, c'est vraiment la critique principale du texte, et c'est bien que tu reviennes dessus pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte et indiquer que ce n'est pas que les coûts qui sont regardés dans la value for money. Tout à fait. Et si je peux juste rebondir là-dessus, le texte de la commission de risque, c'est du niveau 1, donc c'est très high level, ça ne va pas dans le détail. Et justement, le RIS donne mandat aux autorités telles que l'EIOPA et l'ESMA de développer la norme technique. Et c'est ce qui nous permet, nous, de venir sur un sujet sur lequel on travaille déjà. Donc on a déjà une expérience, on a déjà réfléchi à ce qui peut aller dans ce concept pour donner conseil, qui est quand même le rôle de l'EIOPA. L'EIOPA est un organe indépendant qui conseille la Commission pour dire, écoutez, parce qu'on lisait par exemple dans le texte initial cette notion de cost efficient. Mais cost efficient sans définition. Exact. Donc notre conseil sur ce point-là, c'est pourquoi arriver avec un nouveau concept qui n'est pas vraiment défini, qui nous a l'air quand même d'être très porté sur les coûts sans vraiment se dire mes coûts en comparaison avec quoi et de lui préférer le concept de value for money sur lequel on a déjà une base documentaire et sur lesquels nous travaillons de façon à développer les benchmarks.
pour avoir quelque chose déjà de plus holistique et de plus robuste. Donc sur les benchmarks, j'en profite puisque tu abordes le sujet. Est-ce que tu peux nous indiquer comment ces derniers vont être déterminés? Je pense que c'est une question que tout le monde a autour de la table. Tout à fait. Alors, ce qui est vraiment au centre de la notion de benchmark, ce sont ces fameux clusters. Donc, ces clusters, ce sont des groupes, des familles de produits, donc des groupes selon des lignes produits, selon des critères qui sont déjà définis avec un premier jet, si je puis dire, puisque c'est quelque chose sur lequel l'EIOPA travaille déjà. Donc, en groupant, par exemple, les produits selon leur nature. Est-ce que c'est unité de compte? Est-ce que c'est hybride? Est-ce que c'est prime unique? Est-ce que c'est prime régulière? Quelle est la classe de risque? Alors, la classe de risque, on ne va peut-être pas nécessairement en avoir une pour chacun de 1 à 7, mais on va éventuellement créer des groupes de classes de risque similaires. Est-ce que c'est un produit avec une durée de détention recommandée longue ou courte? Est-ce qu'il y a une couverture biométrique importante? Oui ou non? Puisque c'est quand même un élément très important quand on regarde le coût et les frais du produit. Donc ça, ce sont des données dont l'EIOPA dispose déjà, parce que j'en profite quand même pour dire que l'EIOPA est très conscient de la nécessité de limiter l'impact, non seulement sur les assureurs qui vont devoir fournir ces données, mais aussi après sur les superviseurs qui vont devoir utiliser ces benchmarks. Donc l'idée n'est pas d'en créer des centaines de milliers pour avoir au final quelque chose qui n'est pas utile. Donc ces critères que je vous ai donnés là pour grouper les produits entre eux, c'est ce que nous avons déjà, mais nous réfléchissons aussi à, le cas échéant, apporter des éléments plus qualitatifs autour, par exemple, de la présence de garanties, autour de la présence ou pas d'investissements durables, et également aussi d'un indicateur pour indiquer si le produit est vendu avec conseil, et en particulier dans la durée, oui ou non. Donc ces critères-là servent vraiment à créer ces familles de produits. Alors, il est clair, très clair, que ce sont des indicateurs qui restent assez généraux, et donc ces clusters ne vont pas intégrer chacune des caractéristiques de tous les produits d'assurance qui sont vendus en Europe aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Mais c'est normal, puisque l'idée derrière ces clusters, ces familles de produits, c'est d'avoir des familles de produits qui sont représentatives statistiquement. On n'a pas du tout envie d'avoir des clusters où il y a un produit, 2 produits, puisque avec quoi on compare? On compare le produit avec lui-même, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça reste quand même à un niveau relativement général, mais en reprenant les critères qui nous semblent nous sensibles par rapport à la dimension coût. D'accord. Et une fois qu'on a créé ces familles de produits, ces groupes de produits, ces clusters, alors l'EIOPA travaille et va continuer à travailler sur les indicateurs qui vont donner naissance au benchmark. Donc ces indicateurs sont bien entendu liés au coût, mais aussi à la performance. Donc on va retrouver des choses comme la valeur de rachat ou la performance annuelle moyenne pour je ne sais pas comment on dit en français, le break-even à la fin de la durée de détention recommandée ou la moitié de la durée de détention recommandée. Mais aussi en comparant les coûts totaux par rapport à la valeur de rachat, incluant les autres éléments de la prestation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la couverture biométrique, par exemple. Donc, c'est un travail qu'EIOPA a déjà commencé. Les value for money et les benchmarks sont repris dans RIS aujourd'hui, mais vous avez sans doute vu aussi qu'il y a des amendements qui, éventuellement, l'ont supprimé. Mais encore une fois, RIS, on n'est pas encore au bout du chemin, donc ça peut encore évoluer. Mais pour nous, ce qui est très important, c'est de dire que Value for Money, ça n'est pas lié à RIS. Value for Money, c'est un concept, et en particulier les benchmarks, qui sont liés à IDD, qui sont liés à la gouvernance produit et au product testing que les assureurs doivent faire aujourd'hui. Donc encore une fois,
les benchmarks sont un outil pour une exigence réglementaire qui existe déjà et qui existe de manière générale depuis octobre 2018. Donc, encore une fois, c'est un outil de plus dans la caisse à outils. Ça n'est pas quelque chose qui va vivre ou mourir selon la Retail Investment Strategy. Ça, je pense que c'est important de le préciser. Je pense que c'était, oui, super. Et bien entendu, EIOPA va consulter. Donc, vous aurez la possibilité de comprendre dans le détail comment ça fonctionne et de réagir, de faire des suggestions, des propositions de modification, etc. Donc, le process est en tant que tel très transparent. Alors, j'anticipe une question de nos auditeurs. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas dans le benchmark, en fait? Est-ce que c'est possible de ne pas être dans le benchmark? Est-ce qu'on va être mis au pilori? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, si j'avais eu $1 à chaque fois que j'avais entendu cette question... on peut partager si tu veux. Si tu veux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le test, la comparaison d'un produit lors du testing avec le benchmark, ça n'est pas un résultat binaire. Ça n'est pas autorisé et interdit. Toute l'idée du benchmark, c'est deux choses. Un, c'est de donner un référent aux assureurs lorsqu'ils font leur product testing, et ensuite de donner un référent aux autorités de tutelle pour repérer les outliers, pour repérer les produits qui semblent vraiment sortir de la norme. Mais le fait d'être dans le benchmark n'est pas non plus un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'un assureur, lorsqu'il fait son product testing, n'est pas absous de faire son testing rigoureusement et de démontrer quand même que le produit apporte value for money, tout ça parce qu'il est dans le benchmark. À l'opposé, un assureur dont le produit n'est pas dans le benchmark ne se voit pas frappé d'infamie, ce n'est pas la Scarlet Letter imprimée sur sa devanture. C'est en revanche un signal pour revoir un petit peu le testing et vérifier que tous les coûts sont dus. Et c'est un outil pour l'autorité de tutelle pour engager éventuellement une conversation avec cet assureur afin de comprendre les éléments qui font que le produit donné semble sortir du benchmark. Mais si l'assureur est en mesure de justifier son pricing, soit parce qu'il y a des couvertures biométriques particulières, soit parce qu'il y a beaucoup de propriétés intellectuelles, des concepts innovants, des accès à la finance durable, vraiment des éléments qui apportent de la valeur aux consommateurs, happy days. Donc, toujours cette possibilité de justifier. Tout à fait. Cette question est d'autant plus importante que ces benchmarks vont être publics. Et du coup, ça amène quand même pas mal de questions de l'utilisation qui sera faite des benchmarks. Donc, on comprend que c'est un outil pour les superviseurs, mais ça pourrait être utilisé par d'autres personnes. Alors, pour nous, les benchmarks ne sont pas un outil pour les consommateurs. Ce n'est pas un outil pour les consommateurs pour de nombreuses raisons. La première, c'est qu'encore une fois, ce sont des familles de produits avec un nombre limité de caractéristiques. Donc finalement, quel est l'intérêt pour un consommateur qui veut acheter un produit bien particulier de comparer avec un espèce d'archétype de produit dont les caractéristiques ne sont pas nécessairement les mêmes, qui ne répond pas nécessairement aux besoins spécifiques de ce consommateur et qui va présenter donc des indicateurs sur des données que le client n'a peut-être pas. Quand on regarde des histoires de valeur de rachat et couverture biométrique à la fin de la période de détention, etc., ça n'est pas nécessairement une donnée que le client va avoir. Donc, ça va lui faire une belle jambe de savoir que le benchmark, c'est X ou une fourchette, puisqu'il n'a rien pour le comparer. Et de toute façon, ça n'apporte pas grand-chose puisque c'est le contrat de personne. Voilà, le benchmark. Donc, les benchmarks seront publics, oui. Alors, pas dans la phase test. On est bien d'accord que, puisque l'EIOPA va non seulement consulter, mais aussi faire un dry run pour tester, affiner, revoir la méthodologie, être sûr que ça fait vraiment du sens, que les chiffres qui vont sortir nous semblent tenir la route. Donc, cette phase-là, ça ne sera pas publié, ça reste vraiment entre l'EIOPA et les autorités de tutelle. Après, une fois que la méthodologie sera au point,
Oui, ça sera publié, puisqu'on ne travaille pas dans l'ombre non plus, mais ça sera publié comme d'autres normes techniques quelque part sur le site Internet. Okay. Ce que l'EIOPA ne va absolument pas faire, c'est une campagne de presse pour dire « consommateurs européens, il faut absolument que vous alliez lire ce document et que vous compariez vos produits. » Non, ça n'a aucun sens et franchement, ce n'est pas l'objectif. Donc on vient d'échanger, Valérie, sur le sujet brûlant du moment, la Retail Investment Strategy. Il ne faut pas oublier non plus que des modifications dans les modèles de distribution sont engendrées par la pression des consommateurs pour davantage de changements dans d'autres domaines. Pour n'en citer que deux, l'ESG et le digital. L'ESG, parce que la finance durable est incontournable, tous les acteurs en parlent, et je pense particulièrement à la jeune génération qui effectue des choix de conviction qui se traduisent en matière d'investissement. Et digital, parce que notamment cette nouvelle génération, ce sont des nouveaux consommateurs qui sont nés pratiquement avec un smartphone dans la main et que leur expérience de consommation doit tendre le plus naturellement possible vers le digital. Je fais aussi un petit clin d'œil à l'expert talk qu'on a eu tout à l'heure. Et donc du coup, ce sont ces deux points que nous allons aborder. En matière de digital, je voulais voir avec toi, parce que le feedback qu'on entend souvent dans les GT dédiés de l'ACA, c'est que c'est une réglementation trop complexe, trop difficile à appréhender par les acteurs de la chaîne de valeur, et c'est difficile également pour le consommateur. Si on prend l'exemple, par exemple, des préférences ESG sous IDD, est-ce que, selon toi, c'est une mesure efficace qui va durablement et sincèrement faire évoluer les choses ? Alors, l'avantage que j'ai par rapport à la finance durable, c'est que j'ai vécu sa mise en œuvre de l'intérieur. Et j'ai donc un avis assez tranché sur la question. Et mon opinion tout à fait personnelle, c'est qu'il faut simplifier. Il faut simplifier, pourquoi ? Parce que le cadre demande beaucoup de rigueur pour justement éviter les dérives et finalement le miroir aux alouettes en faisant miroiter aux clients des avantages positifs pour la planète, pour la société, etc., tout en ne livrant rien, finalement, en ne délivrant rien. Mais ça, je dirais que ce sont des transparences qui sont plutôt à l'adresse des autorités de supervision. Notre consommateur européen moyen comprend assez mal toutes ces transparences de la SFDR, par exemple, qui sont extrêmement pointues, extrêmement détaillées. Et je pense vraiment qu'il y a une nécessité de simplifier. Et c'est assez ironique, mais il y a 2 jours, j'intervenais à l'event à Francfort de l'EIOPA et un représentant de l'industrie se plaignait du fait que le cadre de la finance durable, le cadre réglementaire n'était pas abouti, qu'il y avait des gaps, il y avait des lacunes, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, qui ne sont pas encore vraiment abouties. Et j'avais à côté de moi une représentante de la commission et le réflexe c'était « mais the planet's burning ». Nous n'avons pas le temps d'attendre que le cadre soit parfait. Oui. Donc je vais tout à fait dans le sens de la commission qui a vraiment, avec le Green Deal, qui a souhaité créer, faire les premiers pas et être d'ailleurs précurseur au niveau mondial pour créer le cadre réglementaire, pour inciter les consommateurs à investir dans la transition, dans l'adaptation au changement climatique, etc., dans des activités à forte valeur sociétale ajoutée. Il fallait commencer, on l'a fait. Est-ce que c'est parfait ? Non. Franchement, non. Oui. Nous faisons beaucoup de consumer testing à l'EIOPA et il est évident que le cadre est trop complexe, qu'il faut simplifier, il faut aller vers des choses plus intuitives. Nous y travaillons, donc c'est le message positif, hein. Le message est passé loud and clear. Nous y travaillons, mais on ne pouvait simplement pas se permettre d'attendre encore peut-être 1 an, 2 ans pour livrer le package parfait. Donc on travaille sur base itérative. On ne peut pas se permettre d'attendre, ça je pense que tout le monde le comprend et c'est un constat que tout le monde fait. Par contre, il y a un vrai risque de greenwashing parce que ça va être mal implémenté finalement. Juste dans l'intérêt du temps, juste en un mot, si tu peux m'indiquer pourquoi c'est un risque réel à prendre au sérieux, ce risque de greenwashing.
Alors, c'est un risque réel parce que si on reprend l'hypothèse de départ du Green Deal qui est de financer la transition, de financer l'adaptation, il faut vraiment que ce soit ça qui se passe en pratique. Il ne s'agit pas que les investissements des consommateurs qui veulent prendre ces actes responsables soient détournés vers d'autres choses. Donc le greenwashing, ça peut être aussi ça. Mais le greenwashing vient aussi malheureusement de la technicité du sujet et peut être assez inintentionnel, puisque un des gros sujets, et on en parlait dans le panel précédent, un des gros sujets de la finance durable, c'est la data. Exact. C'est pour les assureurs le fait d'avoir des données fiables, précises, concernant les investissements à visée durable, de façon à pouvoir faire des représentations vis-à-vis des consommateurs qui soient fiables. Et ça, malheureusement, ça va rester encore un sujet pendant quelques temps. Et je n'ai pas de baguette magique. Oui. Mais c'est une des ironies du sujet que le greenwashing n'est pas seulement le fait de mauvais acteurs qui veulent simplement induire les consommateurs en erreur. On est d'accord. On l'a vu dans le panel précédent, tout ce qui est transformation digitale, ça prend énormément d'importance. C'est un sujet d'actualité. C'était aussi un des piliers stratégiques de l'IOPA. Est-ce que pareil, en quelques mots, tu peux nous expliquer sur ce vaste sujet pourquoi c'est une priorité stratégique et quels risques peuvent émerger de cette révolution digitale ? Alors effectivement, c'est un des piliers stratégiques de l'EIOPA, déjà parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Les technologies avancent très vite, le cadre réglementaire avance lui aussi extrêmement vite. Donc j'ai 4 acronymes, hein. Je vais faire ma alphabet soup à ce moment-là. On a FIDA, on a le AI Act, on a DORA et on a MiCA. Bon, MiCA, les crypto-assets, je vais passer assez rapidement dessus. Ce n'est pas vraiment un sujet pour l'assurance pour l'instant, donc voilà, on va le mettre de côté. FIDA, ça devient un petit peu plus intéressant parce que FIDA, c'est donc l'accès aux données financières et c'est une initiative qui va répliquer pour l'assurance ce qu'on a vu dans le bancaire avec la PSD2. Mais FIDA, qui est normalement basé sur le consentement du consommateur et qui a dans la réglementation même des protections, par exemple en évitant les données hypersensibles, donc tout ce qui est données médicales pour l'assurance vie, couverture décès, assurance maladie, etc., c'est out of scope, c'est pas prévu. Mais quand même, pour d'autres produits d'assurance, met en lumière certains risques, toujours liés au consentement, puisque le consentement, on a vu pour la réglementation sur les cookies ou la GDPR que ça pouvait être donné de façon un petit peu... on peut cliquer un petit peu plus rapidement qu'on ne réfléchit. Donc FIDA contient quand même une protection avec la création de dashboards de permission. À l'inverse des cookies, ces dashboards vont pouvoir vraiment permettre aux consommateurs de voir toutes les permissions qu'ils ont données, de partager leurs données à eux, et éventuellement en retirer, en ajouter, en modifier. Mais même si ce système fonctionne correctement, et on peut se poser la question aussi de comment est-ce que ça va être supervisé, tout ça, le fait, cet hyper-partage de données personnelles, qui reste quand même sensible, peut soulever des problématiques d'hypersélection des assureurs, malheureusement, qui tout d'un coup vont avoir un accès facilité à énormément de données pour éventuellement décider un petit peu plus brutalement des risques inclus et exclus. Et aussi porte un autre risque d'exclusion de consommateurs peut-être plus vulnérables qui n'ont pas nécessairement accès à ces outils. Et on en a parlé un petit peu pour le panel précédent, dans le panel précédent. Peut-être qu'aujourd'hui, 99% de la population a un téléphone portable, mais il y a encore des gens qui utilisent leur téléphone pour téléphoner, pas nécessairement pour pianoter sur des apps, et donc qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils digitaux, ou qui sont hypersensibles à l'aspect sécurité et ne veulent pas partager leurs données de ces façons-là. Et donc, nous soulevons des problématiques d'exclusion de catégories de la population qui soit ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser ces outils. Et nous posons donc la question de qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de ces clients ? Est-ce qu'ils vont ne plus avoir accès à certains produits ou à certains assureurs ?
Donc ça crée des risques nouveaux. Et je vais passer un peu pour Dora. Dora, si ce n'est pas sur votre radar, il faut vraiment le mettre maintenant, parce que tout ce qui est résilience opérationnelle digitale, un gros morceau. Mais je vais plutôt passer un petit peu de temps sur le AI Act, qui va... Alors effectivement, tout ce qui est nouvelles technologies, intelligence artificielle, est porteur aussi d'innovation et de nouvelles possibilités qui n'existaient pas jusqu'à présent, mais créent des risques nouveaux. Et pour l'assurance en particulier, un des risques essentiels d'un process assurantiel, comme par exemple la gestion des sinistres ou l'acceptation du risque, crée un risque de black box, puisque finalement, il est très difficile, avec un résultat créé par l'entremise d'une intelligence artificielle, de faire du reverse engineering et de comprendre l'algorithme qui a mené à la décision. Alors, comprendre un algorithme qui mène à une décision pour un produit d'assurance, sans l'intelligence artificielle, n'est pas nécessairement facile. Vous pouvez toujours essayer d'avoir une conversation, un actuaire, pour comprendre comment on fixe les taux pour les produits garantis. Ce n'est pas nécessairement très clair, mais au moins, il y a une personne qui peut répondre aux questions. Avec l'intelligence artificielle, déjà, c'est un savoir très pointu, ce qui veut dire que tout le monde ne sera pas capable, tout le monde, même faisant partie de l'entreprise d'assurance, dans le métier, ne sera pas capable de l'expliquer. Et c'est bien entendu une difficulté supplémentaire pour l'autorité de supervision, qui elle-même va devoir se doter de ses compétences, de ressources rares et chères, pour pouvoir comprendre ces outils suffisamment afin de superviser leur mise en œuvre sur des domaines quand même extrêmement sensibles, comme la solvabilité, la gestion des sinistres, la gestion des risques, et encore une fois, un risque d'exclusion, en particulier d'une frange de consommateurs vulnérables, qui ne sera pas capable de comprendre la décision ou éventuellement de la challenger. Donc, beaucoup de possibilités d'innovation, beaucoup d'amélioration, d'amélioration de process, on en parlait tout à l'heure, probablement, idéalement, de baisse des coûts. Alors maintenant, est-ce que la baisse des coûts profitera aux consommateurs? Ça, c'est une autre question. Mais des risques nouveaux, et des risques nouveaux en particulier pour les autorités de supervision, qui n'ont pas aujourd'hui nécessairement la connaissance en interne, et pour qui c'est un véritable dilemme, puisque les cas d'emploi sont encore extrêmement limités, et je pense que Jean l'avait dit tout à l'heure. Donc le dilemme, c'est, est-ce que j'investis aujourd'hui dans ces ressources? Est-ce que je passe beaucoup de temps à essayer de me former? Et il n'y a pas des initiatives précisément de formation de la communauté européenne des superviseurs sur ces nouvelles technologies, mais c'est un investissement, bien entendu, en temps. Donc, est-ce que je le fais maintenant, ou est-ce que je prends le risque en tant que superviseur, parce que j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans mon marché, de me faire complètement déborder d'ici 6 mois, 12 mois, 18 mois, avec une adoption et une utilisation massive de technologies qu'aujourd'hui je ne maîtrise pas? Merci beaucoup Valérie. Beaucoup de choses à voir dans ce In Discussion With. Je voudrais vraiment te remercier au nom de l'ACA et au nom de tous les auditeurs pour ta présence sur ce panel. Merci d'avoir apporté ton expertise. Pour répondre rapidement aux 2 questions qu'on s'était posées, est-ce que la voix du consommateur est réellement un moteur de changement? Je dirais oui, définitivement. Les attentes des consommateurs ont-elles stimulé les changements réglementaires liés à la distribution future des produits d'assurance? Je dirais oui. Attentes, mais également demande de protection et un manque de confiance qu'il faut urgemment adresser sur les sujets qu'on vient d'aborder. Merci encore Valérie. Merci Léa.